On va s'imaginer un samedi matin, tu vois, comme celui-ci. Un beau samedi matin, il fait beau, les oiseaux chantent, il y a de quoi être de bonne humeur, les gens sourient davantage. Et puis tu es installé là, sur ce banc, tu regardes comme ça, et puis au bout d'un moment, tu trouves le temps un petit peu long. Donc tu te dis, ok, je vais me lever et je vais me diriger vers le kiosque à journaux pour me distraire un petit peu, avoir un peu de lecture, et puis passer le temps et pourquoi pas, trouver des idées intéressantes ou je ne sais quoi. Donc tu vas te lever de ce banc et puis tu vas te diriger vers le kiosque à journaux. Et là, quand tu arrives devant le kiosque à journaux, il y a deux magazines devant toi, deux titres différents. L'un se nomme Mes plus belles vacances, je ne sais pas, à La Réunion par exemple, de ton acteur préféré ou de ton chanteur préféré. Et puis à côté de ce même magazine, tu en as un autre, et pareil, c'est un autre acteur que tu aimes bien, et lui, son titre c'est J'ai vécu un véritable enfer. Et là, tu as un cruel dilemme dans ta tête. Tu te dis, mince, est-ce que je regarde les plus belles vacances de machin, ou bien est-ce que je vais choisir ce titre d'enfer d'ailleurs qui m'interpelle un peu plus parce que c'est un mot qui est profond, qui est assez fort et j'aimerais bien savoir ce qu'a vécu cet acteur. Eh bien, dans la majorité des cas, les gens vont se diriger effectivement vers le titre qui est négatif. C'est celui qui interpelle le plus. Parce que la négation dans notre oreille sonne un petit peu comme un déclencheur. C'est pour ça que les politiques et les médias en utilisent à outrance, parce qu'ils savent très bien la psychologie humaine, que les gens en fait vont réagir ou surréagir par rapport à des phrases ou des titres qui sont accrocheurs. Et ce mécanisme, il est très difficile de lutter contre. En fait, il faut déjà en prendre conscience, parce que ça appelle dans notre subconscient à des choses qui nous tentent, à des choses qu'on a peut-être vécues avant et qui nous rappellent, j'ai envie de dire, un peu à l'ordre. D'ailleurs, ce procédé est basé sur la négation, sur la peur, sur des sentiments comme ça négatifs, a déjà été utilisé plusieurs fois par notre président Emmanuel Macron. Lors du virus C19, quand il a dit plusieurs fois « nous sommes en guerre », eh bien à force de répéter cette phrase, cela sonne un petit peu comme une alarme. On y pense sans arrêt et puis on se dit mais il faut impérativement réagir par rapport à cela parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une sacrée panade et ça peut amener à des comportements démesurés parce que les gens perdent toute notion de rationalité. Ils ont basculé dans l'émotionnel. Et puis là aussi il faut savoir qu'on est en pleine guerre et encore une fois on a eu droit à un discours du même type il y a 5 ans en arrière vis-à-vis de ce virus, où un petit peu il essaye, alors on l'a vu pendant son live TikTok, il a dit il est hors de question que nos jeunes aillent sur le front combattre l'armée russe. Mais puis dans le discours qu'on a eu le droit le 5 mars, là il se prononce autrement et il joue vraiment sur la peur de la population en disant que l'ennemi va nous envahir et qu'il va falloir s'y préparer et qu'on a basculé vers une nouvelle ère. Et là encore, basculer vers une nouvelle ère, ça interpelle, en fait on se demande mais qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'en sortir, etc. Eh bien c'est un petit peu comme le même principe que j'ai dit au début avec les titres de journaux, ça appelle encore une fois à un fameux déclencheur. D'ailleurs ce procédé de déclencheur a été très bien expliqué dans le livre de Robert Cialdini, si tu l'as lu, Influence et manipulation au début du livre. Il parle justement d'une expérience qui avait été réalisée sur une dinde et son dindeneau parce que la dinde en fait réagit par rapport au son qu'émet le dindeneau pour aller accourir le protéger, le nourrir, etc. Donc ils ont fait un test avec un putois. Alors le putois c'est l'ennemi juré de la dinde et si tu veux ils l'ont déguisé ce putois en dindeneau mais la dinde ne s'est pas fait piéger. Et ils ont fait un test, en fait ils ont mis un magnétophone et le putois si tu veux, ils lui ont actionné ce fameux bouton du magnétophone en reproduisant le son du dindeneau et là la dinde a accouru vers le putois qui est pourtant son ennemi juré pour l'aider, le cajoler, etc. Et là on pourrait se dire ouais mais la dinde elle est complètement stupide parce qu'elle voit bien que devant elle c'est pas un dindeneau, c'est un putois. Oui mais le son émis est un déclencheur.
Comme nous, le titre négatif est un déclencheur, comme la peur est un déclencheur, on ne peut pas se permettre d'insulter cette fameuse dinde parce que nous sommes, j'ai envie de dire, aussi des dindes. On réagit par rapport à un stimulus négatif qui nous pousse vers une action. D'ailleurs, je suis sûr que si après l'allocution d'Emmanuel Macron, on avait fait des pubs sur les pâtes et le PQ, on aurait eu encore une explosion des ventes parce que cette stratégie marketing aurait été balancée après un discours basé sur la peur. Et pour moi, les marques de pâtes et de PQ ont loupé un coche parce que s'ils avaient placé pile leur pub après cette allocution, eh bien, je suis sûr que dans les statistiques de vente, ils auraient fait un bénéfice beaucoup plus important. Autre exemple qui est très bien illustré par Platon dans le Phèdre, c'est qu'il compare l'âme à un chariot tiré par 2 chevaux ailés. L'un des 2 chevaux est docile, obéit bien au cocher, il est plus axé sur la raison, et l'autre cheval cède plus aux tentations et est soumis aux aléas des émotions qu'il puisse rencontrer, donc il tire dans tous les sens, etc. Et le cocher a un mal fou à le diriger. Et toi, dans ta vie, tu dois te comparer à ce fameux cocher. Tu vas être là tout au long de ta journée à devoir manipuler ces 2 chevaux et ça va être à toi de faire les bons choix. Tu ne pourras pas éliminer complètement les émotions de ta vie parce que dans émotion, il y a le terme motion. Émotion veut dire mouvement. Donc si on te coupe les émotions, il n'y a plus aucun mouvement. Cette société serait inerte, stérile, sans saveur, sans peinture, un peu comme si on dessinait sur un tableau blanc uniquement avec une seule couleur. Ce serait d'un triste, ce serait d'un monotone, ce serait inacceptable pour la beauté humaine. Mais par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir intervenir sur la gestion de nos émotions. Donc là, tu vas me demander à juste titre, mais comment justement je vais gérer ces fameuses émotions qui m'arrivent dans la tête là sans arrêt, qui des fois me provoquent des émotions très positives, mais aussi quelquefois qui m'emmènent vers des endroits que je ne veux pas aller, qui me mettent dans un état de déprime et qui me font dire que tout espoir est perdu et puis que tout au long de ma vie, je vais subir ces choses et qu'il n'y a rien à y faire. Si, rassure-toi, il y a des choses à faire. Moi, je vais te raconter un exemple. Tu vois, j'ai fêté récemment mon 38e anniversaire. S'il vous plaît, lâchez le ballon pour fêter mon 38e anniversaire que j'ai fêté donc le 5 mars. Eh bien, pour ce fameux anniversaire, j'ai amené des gâteaux que j'avais été chercher à la pâtisserie, que j'ai ramenés au bureau. Et moi qui cède très rarement à la gourmandise, d'ailleurs mes collègues de bureau peuvent l'attester, ils ne m'ont jamais vu manger autant, mais j'étais en fait, si tu veux, dans un état de très grande fatigue parce que ça fait plusieurs jours de suite que j'avais du mal à dormir, j'avais subi des insomnies, je dormais que 3-4 heures par nuit. Et j'ai remarqué que quand je me sens épuisé, je me dirige plus facilement vers les sucreries. Alors j'ai essayé d'analyser ça, je me dis bah oui c'est normal parce que le sucre redonne un boost justement pour avoir un afflux énergétique supplémentaire pour pouvoir tenir la journée. Mais après tu le payes cash parce que quand le sucre redescend dans ton système sanguin, eh bien tu es encore plus fatigué. Donc j'ai fait le lien, j'ai dit ok, pour céder moins aux émotions, je dois tout d'abord faire attention, pour moi surtout, à mon aspect énergétique. Et donc, pour gérer mon aspect énergétique, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très sportif, qui fait de la musculation, qui fait du karaté. Et là, j'ai réimplanté la course à pied. La course à pied, pour moi, provoque un véritable bien-être. Et en plus, ça gère ma capacité respiratoire. Comme je fais beaucoup de vidéos, que je dois parler beaucoup, ça m'aide aussi à tenir des discours plus clairs, avec un ton qui est mieux axé par rapport à ce que je veux dire et j'arrive à mieux jouer sur les émotions. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est très important, la course à pied. D'ailleurs, je regrette de l'avoir abandonné pendant 6 mois. Ensuite, là où tu peux intervenir sur tes émotions, c'est de se dire « Ok, si je cède à telle émotion, qu'est-ce que ça va m'amener dans ma vie? Est-ce que ça va me diriger vers mon objectif ?» Et pour pouvoir se poser cette question, il faut que tu arrives, avant de céder à l'émotion, c'est là la partie la plus difficile pour moi, c'est de se dire « Attends, stop, là je me pose, j'ai envie de faire cet achat, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ou bien j'ai envie de me diriger vers tel partenaire parce que là je la vois, elle fait jouer avec mes émotions, ça fait un petit peu des montagnes russes, ça m'attire, mais qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? » C'est pour ça aussi que
on reproche bien souvent aux hommes et aux femmes de se diriger vers le mauvais partenaire parce que justement ce partenaire sait très bien jouer avec les émotions. À même titre que les journaux arrivent à jouer sur les peurs, à même titre que les politiques savent jouer avec les peurs, c'est encore une fois cette espèce de déclencheur, ce trigger comme on dit en anglais, et qui actionne un petit peu tous tes sens en alerte. Donc pour moi, si les gens font des mauvais choix tout au long de leur vie, c'est parce qu'ils ont aussi tout d'abord une mauvaise hygiène de vie, comme je l'avais dit, par rapport à l'aspect énergétique, par rapport aussi à un cadre éducationnel, et puis aussi surtout qui se laissent berner par des discours qui jouent sur le pathos. Pathos, c'est l'émotion. Il va donc falloir de plus en plus réussir à reprendre le contrôle sur sa rationalité et mettre de plus en plus au placard l'aspect émotionnel, mais sans l'éliminer de nos vies. Et c'est pour moi là tout le challenge d'un homme, c'est de se dire je ne peux pas rester dans un état complètement stoïque, hermétique, qui ne va céder à rien du tout parce que ce n'est pas possible, sinon je ne vais prendre aucune action dans ma vie. Mais par contre, j'ai tout intérêt à ce que ma raison soit actionnée en premier avant de céder à l'émotion. Donc ça demande un travail plus en profondeur, qui demande plus d'énergie pour pouvoir que justement le premier cheval de la raison gagne la course par rapport au cheval de l'émotionnel, comme on l'a vu avec la métaphore de Platon sur l'âme tirée par le chariot. Et un autre point pour moi selon lequel les hommes cèdent, enfin les hommes et les femmes, cèdent facilement à leur pulsion, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi défini un objectif qui soit clair dans leur vie. Parce que si tu n'as pas d'objectif clairement défini, eh bien en fait tes pulsions tu vas y céder plus facilement parce que tu vas pas réaliser que celles-ci peuvent interférer avec ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Tu vois, moi par exemple, je sais que je dois avoir un haut niveau d'énergie, que je dois avoir beaucoup de connaissances, que je dois avoir une aisance face caméra, donc ça demande beaucoup de travail et un contrôle de mon hygiène de vie, et que si je me permettais de faire comme un individu lambda, à céder à toute émotion, à me coucher tard, à regarder des séries Netflix, à manger des glaces, des pizzas sans arrêt, eh bien je n'aurais pas cette image face caméra, je n'aurais pas ces connaissances, je n'aurais pas cette expérience, et donc ça interférerait complètement avec cet objectif-là de donner des conseils, d'essayer de changer ma vie, d'essayer de devenir indépendant, d'avoir cette liberté géographique et financière, parce que tout ceci demande énormément de boulot et un niveau énergétique qui soit haut. Alors que les gens, bien souvent, leur objectif c'est quoi? C'est essayer d'épargner de l'argent, on va faire vulgairement comme ça. Voilà, voyager à tel endroit, ce sont des objectifs sur court ou moyen terme, mais il n'y a pas vraiment de grands objectifs de vie. Il n'y a pas quelque chose qui les pousse dans quelque chose qui pourrait les épanouir vraiment et complètement transformer leur vie. Et enfin, dernière raison pour moi selon laquelle tu devrais avoir un contrôle sur tes émotions, c'est que tu vas dégager quelque chose de plus magnétique par rapport aux autres qui va les intriguer. Tu vas travailler cette notion de charisme, de stabilité, parce que quelqu'un qui est en proie facilement aux émotions va surréagir par rapport aux réactions des autres, va avoir cet aspect un petit peu je me balade mes membres dans tous les sens, je n'ai aucun contrôle de mon corps, je n'ai aucun contrôle de mes paroles, parce que déjà je n'arrive pas à stabiliser mes actions dans ma vie, et ça va se dégager par rapport à la personne quand tu vas la voir parler, quand tu vas la voir se mouvoir, etc. D'ailleurs, on revient au terme dans émotion de motion, le mouvement, donc se mouvoir, encore une fois, le corps va parler les émotions de la personne. C'est pour ça des fois à la télé, tu vois des gens qui sont un petit peu en mode pitre clown, ou bien des hommes qui tentent de séduire des femmes qui font là aussi le clown, parce que voilà, ils n'ont pas ce contrôle émotionnel sur leur vie, et donc ça se dégage par rapport à leur relation avec les autres. Donc si tu veux des relations plus stables avec les autres, là encore, il y a tout intérêt à pouvoir contrôler tes émotions dans la vie. Je suis sûr que ça va t'apporter une toute autre dimension par rapport aux échanges que tu vas avoir avec les autres. Peut-être que si des gens, des fois, osaient te manquer de respect, c'est parce que quelque part, toi-même, tu ne respectais pas ta vie, toi-même, tu ne respectais pas tes propres limites. Et donc l'autre, en ne te respectant pas,
te montre un petit peu en mode miroir comment toi tu agis par rapport à ta propre vie. Donc il ne s'agit pas que de répondre à l'autre personne en le remettant à sa place, il s'agit surtout de répondre par rapport à toi-même et toi de te recadrer et de te dire attends là ma vie part dans tous les sens, le cheval de Platon là, hein, de l'émotion me dirige, me tiraille dans toutes les directions et je vais vraiment nulle part. Si tu arrives à te recadrer par rapport à ça, pour moi tu vas gagner aussi du respect par rapport aux autres et tu vas bouleverser complètement tes relations avec les autres. Alors peut-être qu'au début de ta vie, tu avais du respect avec les autres personnes, puis petit à petit, au fur et à mesure de ta vie, tu te rends compte, ah bah mince, il y a telle personne qui me parle comme ça maintenant, celle-là, elle ne me contacte plus, je suis plus invité, comment ça se fait? Mais avant de critiquer les autres, prends du recul sur toi-même et regarde comment tu agis par rapport à ta propre vie. Peut-être que tu as sombré, je ne sais pas moi, par rapport à l'alcool, par rapport aux cigarettes, peut-être que tu as pris trop de poids, que tu es devenu physiquement moins beau, ça peut jouer aussi. Je suis désolé de le dire, mais les gens qui traînent avec des gens moins beaux, il y en a beaucoup qui prennent leur distance. Parce que, encore une fois, on veut montrer qu'on est avec des gens beaux, des gens influents, qui ont le contrôle, parce que ça nous valorise déjà aussi nous-mêmes. On est le reflet, hein, bien souvent, des 5 personnes qui nous entourent. Donc il y a aussi des gens qui ont conscience de ça, qui veulent s'éloigner des personnes qui n'ont pas le contrôle sur leur propre vie, parce qu'elles ont peur aussi à leur tour d'être affectées. Donc, avant de critiquer les autres, comme je l'ai dit, regard critique sur toi-même. Voilà donc, pour conclure cette vidéo, on va terminer par un acronyme. J'espère qu'il va te rester en mémoire. On va parler de l'acronyme ECO qu'on a vu sur les 3 points. Donc le E pour la notion d'énergie, travailler sur son énergie pour moins céder aux émotions. Le C pour le charisme, quelqu'un qui contrôle ses émotions et par conséquent quelqu'un de plus charismatique qui va changer ses relations avec les autres, qui va être plus magnétique. Et puis enfin le O pour objectif, avoir des objectifs clairs et se rendre compte que céder aux émotions peut entraver complètement notre voie vers le succès, notre voie vers quelque chose que l'on souhaite vraiment dans sa vie, une passion quelconque, et donc réaliser que ça peut faire complètement planter notre vie. Alors j'espère que cette vidéo t'aura dirigé justement dans la bonne direction, que ça va te permettre à ton cheval de la raison de gagner cette fameuse course contre l'émotion, mais aussi de réaliser que l'émotion n'est pas forcément ton ennemi, mais que c'est un aspect important de ta vie qui peut t'amener justement à te mouvoir vers quelque chose, à vivre aussi des passions. Il ne s'agit pas d'éliminer les passions, mais de les contrôler de façon beaucoup plus raisonnable. Allez, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, eh bien, prends soin de ton cheval de la raison, travaille ton charisme, travaille ton énergie et définis des objectifs clairs pour ta vie.